ce soir dans l'actualité. Au Congo, 34 prisonniers se sont évadés ce dimanche de la prison de Mwenga après avoir transpercé le mur avec des barres de fer. En Corée du Nord, les bombardiers américains ont volé près des côtes nord-coréennes. États-Unis, la réforme de la loi sur l'assurance santé au Obamacare, encore en attente. En France, un nouveau projet de la loi antiterroriste en voie de validation par les députés français. Nous revoilà à présent sur le plateau, commençons ce déroulé d'informations par l'Afrique. Au Rwanda, 23 ans après le génocide du Rwanda en juin 1994, la banque BNP Paribas est inculpée pour avoir financé un achat d'armes au profit de la milice Hutu pendant cette guerre. L'association anticorruption Sherpa, le collectif des partis civils pour le Rwanda et l'organisation non gouvernementale Ikuba avaient déposé une plainte et l'information judiciaire a été ouverte le 22 août. La suite en images. Contre la banque BNP Paribas pour, et je cite, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité au Rwanda en 1994. L'enquête a été confiée à des magistrats du pôle génocide et crimes de guerre du tribunal de grande instance de Paris où sont déjà instruits environ 20... Au Congo, alors que la RDC est minée par une crise politique liée au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, on compte plusieurs attaques et évasions dans le pays. Encore ce dimanche 25 septembre, 34 prisonniers se sont évadés de la prison centrale du Mwenga après avoir transpercé le mur avec des barres de fer. 3 d'entre eux ont été saisis par les autorités compétentes et les 31 autres restent introuvables, créant ainsi l'inquiétude dans le pays. Les précisions en images. On commence déjà à s'habituer à ce phénomène d'évasion de prisonniers en RDC. 34 prisonniers, dont 27 condamnés pour viol et d'autres condamnés pour vol et assassinat, se sont évadés de la prison centrale de Mwenga dimanche matin, d'après Désiré Masumbuko, administrateur du territoire de Mwenga. Les prisonniers, explique-t-il, ont profité d'une forte pluie pour trouer le mur avec des barres de fer. Les conditions carcérales sont déplorables à cause du manque de nourriture et de médicaments qui ne sont pas fournis par l'État, explique M. Momboko. Début juin, plus de 900 prisonniers s'étaient évadés de la prison de Beni après une attaque lancée par des inconnus. Le 17 mai, plus de 4000 prisonniers s'étaient déjà évadés de la prison de Makala à Kinshasa après un assaut. Dans le reste du monde, en France, un nouveau projet de loi antiterroriste se discute en ce moment par les députés français qui veulent relever le challenge de l'équilibre entre liberté et sécurité. Un texte controversé qui prévoit d'intervertir dans le droit commun certaines mesures de l'état d'urgence comme les perquisitions et assignations à résidence. Pour le gouvernement, ce régime d'état d'urgence mis en place après les attentats du 13 novembre 2015 doit être modifié malgré la menace. La suite en images. Trouver un équilibre entre sécurité et liberté, voilà le défi des députés français qui planchent sur un nouveau projet de loi antiterroriste. Un texte controversé qui prévoit de transposer dans le droit commun certaines mesures de l'état d'urgence, comme les perquisitions et assignations à résidence. Pour le gouvernement, ce régime d'état d'urgence, mis en place après les attentats du 13 novembre 2015, doit être modifié des mesures fortes. Malgré la menace. Depuis le début de l'année, ce sont 20 attentats qui ont été fomentés. 4 ont abouti, 4 ont échoué et 12 autres ont été déjoués. Mais le texte est décrié. À droite, les Républicains le jugent trop laxiste. Et pour la France insoumise, à gauche, la loi au contraire est liberticide. L'extrême droite, elle, voudrait qu'elle s'attaque plus à l'idéologie islamiste. Des associations comme Amnesty International désapprouvent le texte qui doit être débattu jusqu'à jeudi avant un vote solennel le 3 octobre en première lecture. Encore en France, samedi prochain, la célèbre usine parisienne spécialisée dans les monnaies de collection et les pièces historiques ouvrira les portes de son nouveau musée. Le géniteur mondial du système métrique en platine est sans doute le plus célèbre objet à venir admirer. Voyons cela en images. La monnaie de Paris revit.
la célèbre usine parisienne située à côté de l'Académie française sur les rives de la Seine, est toujours spécialisée dans les monnaies de collection et les pièces historiques, mais elle a un nouveau musée qui ouvrira ses portes samedi prochain. Les visiteurs pourront, après 6 ans de travaux, découvrir de nouvelles pièces exceptionnelles et observer les ouvriers au travail, à la fonderie ou à l'atelier de gravure. L'étalon mondial du système métrique en platine est sans doute le plus célèbre objet à venir admirer à la Monnaie de Paris. Ici, pas de vulgaires pièces de 1 €, la production de monnaie courante se fait à Pessac, en Gironde, depuis 2002. Toujours en France, ce lundi, il y a eu une grande pénurie d'hydrocarbures et la pression sur la réforme du code de travail d'Emmanuel Macron continue. Par conséquent, les chauffeurs routiers ont entamé une grève en bloquant une quarantaine d'autoroutes et de dépôts de carburant en attendant la réunion des syndicats et patronats prévue ce jeudi. Plus de précisions dans le reportage. Depuis quelques années, on manifeste, mais ça aboutit jamais. Donc notre but, c'est vraiment faire une action pour bloquer l'économie du pays, puisqu'on va taper dans le porte-monnaie des salariés de ce pays. Donc nous, on veut taper aussi sur l'économie du pays. Moi, j'invite chacun à la responsabilité, à commencer par les camionneurs. Ils sont légitimes à s'exprimer, mais ils ne doivent pas bloquer la France. Notre pays et notre économie en particulier n'en ont pas besoin. Bien. À l'issue donc du Conseil des ministres de ce jour, En Corée du Nord, l'escalade verbale se poursuit entre la Corée du Nord et les États-Unis après avoir qualifié Donald Trump de personne dérangée, de mégalomane ou de gangster. Le chef de la diplomatie nord-coréenne a accusé ce lundi le président américain d'avoir déclaré une guerre à son pays. Pour cause, ce samedi, des bombardiers américains ont volé près des côtes nord-coréennes. Par la suite, un séisme a été aperçu dans la région, laissant croire à un nouvel essai nucléaire. Plus de précisions en images. Sur le terrain, les services de renseignement de la Corée du Sud auraient détecté des mouvements de troupes de son voisin. La Corée du Nord aurait déplacé des flottes aériennes et renforcé ses défenses sur la côte est du pays. Des mouvements qui seraient la conséquence du survol du bombardier américain samedi dans l'espace aérien international, mais près des côtes nord-coréennes. Ce mois-ci, la Corée du Nord a procédé à son 6e tir de missile à tête nucléaire, ce qui lui a valu une pluie de sanctions internationales. La Corée du Sud a exhorté les États-Unis à éviter l'escalade des tensions face aux futures probables provocations de la Corée du Nord. Il faut éviter tout affrontement militaire accidentel. Il ne peut y avoir une nouvelle guerre, a insisté la chef de la diplomatie sud-coréenne. En Allemagne, l'AfD est un défi pour la démocratie, en particulier pour l'Allemagne au regard de l'histoire du pays. L'AfD n'a pas seulement libéré le ras-bol, le populisme anti-élite, elle propose également une idéologie nationaliste et raciste. Et il est couronné de victoires alors que l'Allemagne va bien objectivement. Ce sont principalement les habitants de l'Est de l'Allemagne et les hommes qui ont voté pour l'AfD. Regardons ensemble le reportage. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un parti qui tolère les néo-nazis entre au Bundestag. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'Allemagne? Le pays a-t-il à son tour brisé le tabou de l'extrême droite? Euronews a posé la question à Matthias Kent, directeur de l'Institut pour la démocratie et la société civile. L'AfD représente un défi pour la démocratie, en particulier en Allemagne au regard de l'histoire du pays. L'AfD n'a pas seulement libéré le ras-le-bol, le populisme anti-élite, il propose également une idéologie nationaliste et raciste. Ce parti fait référence de manière positive au national-socialisme et il est couronné de succès alors que l'Allemagne va bien objectivement. Deux courants composeront le groupe parlementaire de l'AfD et l'un est bien plus droitier que l'autre.
Parmi les élus AfD qui font leur entrée au Bundestag, on retrouve de nombreux militants d'extrême droite qui utiliseront leur mandat comme une tribune. On s'attend à ce qu'ils fassent entrer au Parlement le discours de mouvements d'extrême droite et de groupuscules extrémistes comme les Identitären ou Netzwerk 1%, dans le but de provoquer un glissement vers la droite de la société. À Dresde, capitale de la Saxe, dans l'est de l'Allemagne, l'AfD est arrivée en deuxième position derrière la CDU de Merkel. Elle a gagné du terrain partout. À Berlin, Francfort et Cologne, des militants antifascistes ont manifesté ce dimanche soir contre le parti d'extrême droite qui, contrairement au Front National en France, n'a pas désavoué ses membres les plus radicaux. En Indonésie, située sur l'île de Bali, du haut de ses 3000 mètres, le mont Agung gronde depuis plusieurs semaines et menace d'entrer en éruption sous peu. Il a entraîné l'évacuation de près de 50 000 habitants. Les autorités indonésiennes préconisent de rester à une dizaine de kilomètres du cratère. Les déplacés ont été accueillis dans les refuges temporaires ou chez des proches. Voyons les images. Du haut de ses 3000 mètres, le mont Agung gronde depuis plusieurs semaines et menace d'entrer en éruption sous peu. Situé sur l'île de Bali, il a entraîné l'évacuation de près de 50 000 habitants. Les autorités indonésiennes recommandent de rester à une dizaine de kilomètres du cratère. Les déplacés ont été accueillis dans des refuges temporaires ou chez des proches. Mais si les signes avant-coureurs d'une forte éruption sont bien là, il est difficile de prévoir avec certitude ce qui va arriver. Nous ne savons pas quand le mont Agung va entrer en éruption. Cela va dépendre de l'énergie à l'intérieur du volcan. Mais selon nos observations, le potentiel d'éruption est élevé. L'aéroport international de Denpasar à Bali n'est pour l'instant pas affecté, mais la situation est surveillée de près. Les voyagistes sont également sur le qui-vive. Plusieurs sites touristiques se trouvent à moins de 80 km du volcan. En Allemagne, lors des législatives, Angela Merkel a obtenu 33% des suffrages, soit 10 points de moins par rapport au scrutin précédent, le plus mauvais score depuis 1949. Ainsi, elle aura besoin de partenaires de coalition pour gouverner et adoucir ses relations avec les libéraux. La suite en images. C'est une victoire au goût amer pour les conservateurs allemands. La CDU d'Angela Merkel a obtenu 33% des suffrages lors des législatives, soit son plus mauvais score depuis 1949. Quasiment 10 points de moins par rapport au précédent scrutin, il y a 4 ans. Certes, Angela Merkel conserve les clés du pouvoir, mais pour gouverner, elle va devoir trouver plusieurs partenaires de coalition. Nous allons bien évidemment chercher à discuter aussi bien avec les libéraux du FDP qu'avec les Verts. Et j'ajouterai aussi le SPD, car il est important, je crois, que l'Allemagne se dote d'un gouvernement fort et stable. J'ai entendu les déclarations du SPD, mais nous devons malgré tout rester en contact. Grand perdant de la soirée électorale, Martin Schulz, le leader du SPD, a lui d'ores et déjà exclu de gouverner à nouveau avec les conservateurs. Le SPD, qui perd 40 sièges au Bundestag, rejoint les bancs de l'opposition et veut entamer son renouveau. Une défaite aussi amère nécessite une complète rénovation. Sans le soutien des sociodémocrates, c'est donc naturellement vers les libéraux que la chancelière allemande va se tourner. Avec près de 11% des voix, le FDP, ancien partenaire de coalition des conservateurs, fait son grand retour au Parlement. La chancelière va également chercher l'appui des Verts en légère progression avec près de 9% des voix. Le leader du parti a fixé une priorité, la lutte contre le nationalisme. Le compas du prochain gouvernement doit s'orienter vers l'Europe et non pas vers le populisme. C'est notre mission après cette élection. La difficulté pour la chancelière allemande sera d'aplanir les divergences entre les partenaires potentiels de la future coalition, des divergences parfois profondes en matière d'Europe ou d'environnement. Les tractations pourraient durer plusieurs semaines. À Porto Rico, après le passage de l'ouragan Maria, les habitants de l'île américaine sont privés d'eau, d'électricité et de moyens de communication. Les habitants veulent donc rejoindre les États-Unis, mais le manque de vols pour voyager bat son plein. Ils sont résolus à attendre. La suite dans le reportage. Des scènes de désolation sur la côte nord de Porto Rico. Ici, l'ouragan Maria fait plusieurs morts. 5 jours après son passage, les habitants restent privés d'électricité et d'eau. Beaucoup ont tout perdu.
Nous n'avons plus de moyens de communication, plus de téléphone, nous n'avons plus rien. Il n'y a plus d'eau, plus d'essence. Il ne me reste plus rien, plus rien. Mais j'essaierai de tout recommencer avec l'aide de Dieu. Les autorités fédérales ont envoyé à Porto Rico des tonnes de litres d'eau et de nourriture. Les biens de première nécessité arrivent par hélicoptère dans les zones reculées. Des files d'attente interminables se forment devant les stations-service sous la surveillance des forces de sécurité. Le réseau de télécommunications est presque entièrement détruit. On se regroupe par endroits pour tenter de capter un peu de réseau. Pendant des jours, j'ai essayé de contacter ma famille aux États-Unis. Et aujourd'hui, on m'a dit qu'il y avait un signal ici. Beaucoup se sont résolus à quitter l'île pour rejoindre les États-Unis. Mais à l'aéroport de San Juan, l'attente est interminable. Les vols sont annulés les uns après les autres. Seule issue pour la population, s'armer de patience. Allons au Royaume-Uni. Vendredi dernier, l'agence financière américaine Moody's a réduit la note de la dette à long terme du Royaume-Uni en raison des incertitudes liées au Brexit. Moody's craint que les pressions budgétaires ne soient exacerbées par les susceptibles affaiblissements de l'activité. Suivant le reportage. Moody's fait payer au Royaume-Uni les incertitudes liées au Brexit. Ce vendredi, l'agence de notation financière a abaissé la note de la dette britannique. Elle est passée de AA1 à AA2. Dans un communiqué, Moody's a fait part de ses inquiétudes. L'économie du Royaume-Uni pourrait connaître quelques difficultés à moyen terme en raison de son départ de l'Union européenne. Pour un État comme pour une entreprise, une note dégradée entraîne une hausse des taux d'intérêt. L'État doit donc payer plus cher en cas d'emprunt. Cette dégradation est intervenue le jour où Theresa May a plaidé à Florence pour une sortie soft de l'Union européenne avec une période de transition de 2 ans. Pour le Trésor britannique, les analyses faites par l'agence de notation américaine concernant le Brexit sont dépassées. États-Unis au Texas, Hervé est terminé, mais l'ouragan a causé par son passage des dégâts considérables et une facture exorbitante. Piliers de l'industrie pétrolière américaine, les raffineries ont dû stopper leur production, ce qui a causé une perte de 3 millions de barils par jour, d'où une variation du prix du carburant. Suite en image. Harvey s'en est allé, mais l'ouragan a laissé derrière lui des dégâts considérables et une facture très salée. Selon les estimations, les dommages financiers sont évalués à 125 milliards de dollars. Aide d'urgence, maisons balayées, entrepôts détruits et mise à l'arrêt total de l'économie texane, la deuxième la plus importante des États-Unis. Dans cet état, cœur de l'industrie pétrolière américaine, 10 raffineries ont vu leurs activités suspendues pendant la tempête, soit 3 millions de barils produits en moins chaque jour. Un arrêt de la production qui laisse présager une pénurie de carburant à venir. Nous avons 10 raffineries dans la zone qui sont fermées ou qui fonctionnent partiellement. Cela représente un montant important, environ un tiers des capacités de raffinage du pays. Au cours des prochaines semaines, le prix du gallon d'essence pourrait augmenter de 20 à 40 cents. Le cours du carburant s'est en effet rapidement envolé, plus 30% depuis le début de l'ouragan. En réponse, le gouvernement américain a donné son feu vert pour puiser 1 million de barils dans les réserves stratégiques du pays. Toujours aux États-Unis, la réforme de la loi sur l'assurance santé Obamacare promis par Donald Trump n'est pas prête d'entrer en vigueur. C'est la seconde fois depuis l'élection de Donald Trump que la réforme de l'Obamacare reste bloquée au Congrès. Plus de 27 millions d'Américains de moins de 65 ans vivent actuellement sans aucune couverture maladie. Plus de détails dans le reportage. Aux États-Unis, le détricotage de la loi sur l'assurance santé promis par Donald Trump n'est pas prêt d'entrer en vigueur. Alors qu'une audition a été perturbée lundi au Sénat par des manifestants opposés au projet de loi actuellement en discussion, lundi une troisième sénatrice a jeté l'éponge, privant le groupe républicain de sa majorité.
Il y a beaucoup de problèmes dans la loi actuelle qui doivent être réglés, explique cette sénatrice. Mais pour moi, il est clair que le nouveau projet de loi n'était pas la solution. Suzanne Collins juge le projet dangereux pour la santé des patients. Une étude du Congrès publiée lundi indique que des millions d'Américains risquent de ne plus être couverts par les assurances santé si le projet de loi devait être adopté en l'état. C'est la seconde fois depuis l'élection de Donald Trump que la réforme de l'Obamacare reste bloquée au Congrès. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à vous et que Dieu vous garde.